parents, ne culpabilisez pas parce que vous êtes les meilleurs du monde. Votre patience est mise à rude épreuve. Cette impression que vous avez tout raté, le stress d'apporter le meilleur pour vous faire envoyer balader, vous sentir dépassé, ringard, jugé, au moindre conseil, à la petite phrase anodine vécue comme une injonction. On dit que vous êtes gênant si par malheur vous osez chantonner dans la voiture ou si vous portez un pull un peu coloré. En bref, on frôle la dictature. Pendant ce temps, en terre adolescente, on vit sa meilleure vie. Bien sûr, la réalité est tout autre. Cette période est instable, à durée variable, plus ou moins bien vécue, amorcée, appréhendée. C'est aussi malgré les apparences trompeuses une effrayante période de solitude, coincée entre la fin de l'enfance et le début de l'âge adulte, entre soif d'indépendance et peur de se planter, de décevoir, de se décevoir, de se plaire, mais très souvent de se déplaire. Je vous propose de partir en terre inconnue, au pays des adolescents. Je m'appelle Marilyn, j'ai 47 ans, j'ai une fille Julia qui a 23 ans. J'ai fait mon pèlerinage en terre adolescente lorsque j'ai pris un poste de vie scolaire au sein d'une grande structure de 1200 élèves de la 6e à la 3e. Très vite, je me suis sentie à l'aise dans ce vivier de jeunes. Durant 7 ans, je les ai aidés, aimés, confrontés, grondés, consolés, boostés, orientés, accompagnés et même parfois raccompagnés. J'ai été leur porte-parole auprès des adultes et le décodeur de pas mal de situations. Avec eux, j'ai découvert que la pédagogie ne fait pas tout, loin de là, qu'on peut être brillant et ne pas dépasser les 5 de moyenne, qu'on peut tout avoir appris par cœur et se saboter pour un mauvais regard dans les couloirs, qu'on peut s'échapper du collège pour un t-shirt taché à la cantine et craindre les moqueries de l'après-midi, ou encore que les critères de séduction ont vraiment bien changé. Que souvent, ils sont seuls à la maison quand ils se lèvent et même lorsqu'ils se couchent. Qu'un simple « ça va » peut éclairer une journée et que ce même « ça va » risque de déclencher une guerre. Qu'ils rient quand ils ont envie de pleurer et s'insultent pour exprimer leur gratitude. Dans ce laboratoire d'expertise improvisé, j'ai vécu des drames et des merveilles. J'ai tellement ri, d'eux et avec eux. Mais je me suis essentiellement formée à eux. J'ai appris leurs codes, leurs paradoxes et leur fonctionnement. Je n'ai pas essayé de coloniser leur territoire, mais plutôt de me fondre dans leur paysage pour mieux les appréhender et les guider. Ces humains en devenir, pleins d'espoir et de doutes, à la fois méfiants et si candides, bien jeunes et souvent déçus de tout, des adultes en général, trop exigeants et beaucoup trop injustes envers eux. Ces jeunes ont une forme de génie, croyez-moi, parfois de génie maléfique, toute une intelligence mise au service du mal, comme je leur répète souvent. Des stratagèmes, des petits mythos, des mensonges plus gros qu'eux, des mauvais coups et de très bons coups parfois, une solidarité sans faille ou un écart de loyauté, des rumeurs, des ragots, ou encore mettre 30 minutes à écrire des antisèches au lieu d'apprendre sa leçon et bien sûr se faire attraper, bref, un quotidien trépidant. Toujours pas rassasié de ces monstres gentils, j'ai poursuivi mes expériences en me focalisant plutôt sur la rupture scolaire, la phobie, les troubles de l'apprentissage, les enfants précoces et l'hypersensibilité. À savoir que tout ce qui fonctionne avec les enfants atypiques marche avec les autres, c'est plutôt le contraire qui coince. J'ai ainsi passé 3 ans au sein de l'association Zebra, qui est la seule structure en France à accueillir des enfants précoces en rupture avec la scolarité, où nous avons, en plus des activités proposées, créé une scolarité adaptée comme une forme de convalescence pédagogique. Par la suite, j'ai fondé mes propres structures qui s'appellent Partage, Cadre, Bienveillance, où nous accueillons des profils de jeunes particuliers qui ne sont pas adaptés à l'école classique, mais ne vont pas particulièrement mal, ou dont les plannings sportifs ou artistiques sont incompatibles avec l'institution. Enfin, depuis 8 ans, avec mon associé, qui est un homme, nous avons créé un cabinet de guidance parentale où, en regard croisé, mixte sur des thérapies brèves de 4 séances, nous accompagnons des familles à retrouver un peu de sérénité quand c'est le chaos. Ainsi, forte de mon expérience, je vous propose à travers des situations anodines du quotidien de décrypter ce qui se cache derrière la réflexion adolescente, car, et je le concède ici, ce n'est pas toujours évident à croire, mais ces jeunes réfléchissent, et même assez rapidement, pour mener leur petit monde en bateau. Épisode 1. Les jeunes et la stratégie d'évitement. Si je vous disais qu'un de mes élèves, pétrifié d'aller passer le bac de français le lendemain matin, est allé braquer la supérette en face de chez lui dans le but de se faire arrêter et ainsi forcément ne pas aller à l'épreuve, vous n'allez évidemment pas me croire. Et pourtant c'est vrai. Non, c'est pas un délinquant, simplement un jeune pour qui la scolarité était moins évidente qu'auparavant et qui, pris de panique, a réalisé une action improbable. C'est ça la stratégie d'évitement.
Cette épreuve du bac du lendemain lui semblait tellement insurmontable qu'il a commis un acte encore plus fou, mais qui l'empêcherait de se confronter. Commettre l'impensable par peur de rater, louper, ne pas performer, encore décevoir, se planter, ne pas être à la hauteur, en risquant parfois des conséquences graves, voire irréversibles. Bienvenue dans le cerveau d'un adolescent. L'évitement peut être conscient, comme l'anecdote précédente, ou parfaitement inconscient, comme la stratégie de l'oubli. Ainsi, venir invariablement au contrôle de maths sans la calculatrice, sans la carte d'identité le jour de l'épreuve, sans le maillot à la séance de piscine noté ce jour-là, alors que ce même ado n'oublie jamais ni ses écouteurs ni son chargeur, il ne risque pas de partir sans son téléphone ou alors de vous demander de l'argent pour aller au cinéma. En psychologie, on l'appelle acte manqué, cette action involontaire qui peut être interprétée comme l'expression d'une volonté inconsciente. Ainsi, une succession d'actes manqués peut devenir un cercle vicieux et faire perdre confiance en l'adolescent qui oublie tout régulièrement. Et l'ado lui-même douter de lui, de sa capacité à s'inscrire dans un quotidien où tout est dans le cartable sans mauvaise surprise. Une grande problématique pour les parents réside dans le très flou « j'ai mal au ventre », correspondant à des mots multiples et variés, peu quantifiables ou vérifiables et toujours porteurs de doutes. Les lits d'infirmerie scolaire sont remplis d'élèves souffrant de maux de ventre. Ici, le spasfon règne en maître. Un sondage réalisé dans un lycée marseillais indique que 60% des élèves qui iraient régulièrement à l'infirmerie, c'est-à-dire plus de 2 fois par mois, n'auraient pas vraiment de symptômes présents au titre de la douleur pure, mais plutôt pour les citer, un genre de flemme de rester en classe, de faire le contrôle, de rester toute la journée à rien faire. Pas très rassurant, vous me direz, quant à la bonne santé de l'éducation nationale. Cependant, il n'y a pas que les mauvais élèves qui usent de la stratégie du mal au ventre. C'est souvent l'apanage des élèves sérieux, trop sérieux, avec une grande exigence de performance envers eux-mêmes. Ils auraient même tendance à se provoquer ces douleurs en se tordant l'estomac, comme on se fait des nœuds au cerveau. Les douleurs existent, persistent, se développent, deviennent chroniques. Ainsi, dans de nombreux cas, les débuts de phobie scolaire se manifestent par ces crampes au ventre, une forme de stratégie d'évitement inévitable pour pouvoir mettre des mots sur les mots et se sentir pris au sérieux. Une de mes élèves, scolarisée au CNED, a eu 1 année entière de maux de ventre, sans sortir de chez elle, subissant tous les examens médicaux possibles, des traitements en vain, 17 kilos perdus de peur d'avoir mal, un enfer. Jusqu'à ce que je lui dise « Tu sais, tu peux étaler ta seconde en 2 ans. Détends-toi. » Le lendemain, elle était là. J'avoue que j'aurais dû lui dire au mois d'octobre. Tout le projet de la stratégie d'évitement chez le jeune réside dans le fait de trouver une cause, une raison extérieure ou physique, par peur de décevoir ses parents, ses professeurs, ses amis, soi-même. Alors le sempiternel « mais c'est pas ma faute que les parents ont en horreur » devient le fer de lance. C'est pas ma faute, j'avais oublié mes clés, c'est pas ma faute, j'avais mal au ventre, c'est pas ma faute, la prof me déteste, c'est pas ma faute, tu devais m'envoyer un message, c'est pas ma faute, le bus est passé devant moi. Ils oublient de vous dire qu'ils marchaient à 2 à l'heure, les yeux rivés sur l'écran en allant vers l'arrêt. Tous ces exemples de la plus grande mauvaise foi, dont les adolescents sont ébriants, effrayants, s'enchaînent pour garder en alerte votre self-control. Enfin, j'oubliais le superbe « j'avais plus de batterie » qui résout aujourd'hui tous les problèmes de l'humanité, la faim dans le monde et le réchauffement climatique. En termes de scolarité, il existe aussi de nombreuses stratégies d'évitement, dont celle de ne pas réviser pour un contrôle. Ça peut paraître kamikaze, mais l'explication qui en découle l'est tout autant. Elle est largement confirmée par les jeunes à qui je pose la question « Mais pourquoi tu révises pas pour ton évaluation ?» Réponse « Si j'ai une bonne note sans réviser, je suis un génie. Et si j'ai une mauvaise note, c'est normal, j'ai pas révisé. » CQFD, allez donc argumenter à cette logique pleine de bon sens. Autre formule de l'évitement scolaire, la fiche de révision, superbe, colorée, surlignée, illustrée, un appel au 20 sur 20. Cependant, la dite fiche, une fois terminée, n'est ni lue et encore moins apprise, mais elle a eu le mérite d'être faite. Alors, à la question « Tu as révisé ton contrôle ?» Réponse « Oui, j'ai fait une fiche de révision. » Et là, chers parents, vous faites la faute ultime de ne pas poser la deuxième question. Mais là, tu as prise ta fiche. Parce que si votre enfant a une mauvaise note, ça sera de votre faute, car vous ne lui avez pas dit qu'il fallait la prendre. J'ai eu 2 en histoire à cause de ma mère. Elle ne m'a pas dit d'apprendre la fiche. On continue dans la folie. Il existe aussi l'évitement scolaire qui s'apparente à la croyance, du genre « Je suis nul en maths ». Ah bon, mais pourquoi tu dis ça ? Parce que mon père était nul en maths et je tire de lui. D'accord ? Ou encore, je ne saurais jamais parler anglais car ma mère est bilingue et elle me force à parler anglais, ça ne me plaît pas. Certes, ou encore mieux, j'ai jamais eu la moyenne en histoire car il faut apprendre et j'ai pas de mémoire. Ok, mais tu connais l'intégralité de Spotify par cœur, j'avais pas l'impression que c'était difficile pour toi. En bref, toutes ces croyances dont nous rions sont un peu inquiétantes car l'adolescent se nourrit de ces croyances limitantes. C'est comme si chacune d'elles était une pierre et que le jeune construisait une citadelle autour de lui pour se protéger.
Il arrive un moment où la citadelle est tellement haute que l'horizon est bouché et que les ennuis démarrent. Plus sérieusement, l'adolescence exacerbe la sensibilité, tellement qu'elle en devient épidermique. Elle transpire par tous les pores pour devenir parfois invivable et génère toute forme de croyance, de stratégie, de peur. Essentiellement celle du rejet, celle du regard de l'autre et celle de l'échec. On a tous entendu dire, un ou une ado, « Oui, bien sûr que je sais jouer au tennis », face à des camarades qui pratiquent ce sport. Mais je préfère pas jouer car je sors d'une entorse et je voudrais pas me reblesser. Stratégie de l'évitement. 1. Peur du rejet. Peur d'être rejeté par le groupe si on ne joue pas à ce fameux tennis. 2. Peur du regard de l'autre, de ne pas être assez bon et se sentir humilié. 3. Peur de l'échec, de perdre ou de faire perdre le groupe. Cet exemple peut se retrouver décliné à l'infini dans toute situation de la vie adolescente. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ado joue un rôle en permanence. Il ne ment pas, il camoufle. Il se camoufle. Derrière tout ce qu'il ou elle peut, des cheveux, du maquillage, des pulls, des manipulations, maintenant devant des écrans, une réelle volonté de se cacher pour ne pas décevoir, pour ne pas qu'on pose le regard sur il ou elle. Lorsque j'interroge des jeunes sur leurs grandes craintes, la réponse la plus courante c'est « je ne veux pas décevoir mes parents ». Et pourtant, c'est ce qu'ils ont l'impression de faire tous les jours. Et c'est ce sentiment d'incapacité à satisfaire qu'ils accentuent parfois à l'extrême pour des raisons et par des actions, de la plus brillante à la plus stupide parfois. Mon père aime les cheveux longs, très bien, je me rase la tête. Action irréfléchie qui signifie en réalité « je ne serai jamais à la hauteur des critères de beauté qu'a mon père, du coup je m'en l'ai dit, comme ça je suis sûre qu'il ne me trouvera pas jolie ». Ici aussi, cet exemple ancestral et presque obsolète représente parfaitement la stratégie d'évitement. Tout autant que ma mère a fait maths sup maths spé, comme je suis certain que j'arriverai pas à sa cheville, j'aurai 3 en maths toute ma scolarité. Ces deux exemples vont sûrement faire grincer quelques dents, mais ce sont dans des situations tellement binaires et clichés que les ados se représentent, que je mets le doigt sciemment sur des aberrations de pensée adolescentes, car bien souvent, cela ne va pas plus loin. L'adolescent est en permanence en train d'interpréter, ou d'anticiper, ou d'essayer de comprendre ce qu'on attend de lui ou elle. Seul face à ses amis, ses profs, sa famille, ses coachs, il se sent acculé de toutes parts d'informations ou de postures ou de regards malveillants. Ainsi, il ou elle adopte une stratégie d'évitement ultime, le mutisme. Essentiellement, je ne vous le cache pas, envers les adultes. Comme on peut le voir dans le très bon film d'animation Vice Versa 2, la jeune Riley part en week-end d'intégration avec des amis, et pour la première fois sans ses parents. Au retour, ses émotions débordent, tout était fou dans ce séjour. À table, ses parents la questionnent. « Alors, Riley, ce week-end ?» Réponse de l'intéressé, c'était bien. Créant une frustration intense chez les deux adultes, et ce sont eux maintenant qui sont en proie à l'émotion avec les fameux « et si, et si, et si, et si » déclinés à l'infini. Dans le « c'était bien » de Riley, comme elle ne sait pas ce que les parents veulent entendre, traduisons « c'était vraiment génial, mais je ne sais pas quoi raconter pour ne pas vous décevoir ou pour que vous ne me jugiez pas ou encore pour ne pas vous inquiéter. Ou parce que simplement mes émotions sont trop fortes pour les exprimer. Donc, c'était bien, fin du week-end. » Riley a évité le regard de ses parents sur elle, qui grandit en même temps que l'inquiétude de l'adolescence. Anecdote duplicable pour la réponse « rien » à « alors qu'est-ce que tu as fait chez tes copains en classe, au sport ou en colonie ?» ou « flemme » pour « alors raconte un peu cette expo, ce film, ce rendez-vous avec tes profs ». L'économie de mots s'apparente un peu au camouflage décrit plus haut, mais en plus énervant pour les adultes. On explique aux jeunes que les parents ont aussi cette capacité d'interprétation et que le sentiment d'inquiétude est plus que légitime. On les invite à communiquer plus et que tout n'est pas soumis à interrogatoire, mais un peu quand même, chers parents, ne nous le cachons pas. Toutes les anecdotes de ce podcast sont vécues. Je les ai décryptées et analysées avec les jeunes, souvent aussi avec leurs parents lors de séances de guidance parentale. Cependant, ici, rien n'est à visée thérapeutique, mais plutôt à vocation de partage. La seule chose que je peux affirmer, c'est qu'ils ont plus que n'importe qui d'autre besoin de votre amour, même si c'est parfois pas si évident que ça, je vous l'accorde. Ces êtres en pleine construction sont voraces d'amour, mais ce sont des puits sans fond. Ils en ont toujours plus besoin, à la différence qu'ils ou elles n'en donnent pas énormément, je vous l'accorde, et font même semblant de vous rejeter pour savoir jusqu'où vous allez aller pour eux par amour. On a parfois l'impression d'avoir des inconnus à la maison. En quête de limites et d'absence de jugement, ils ou elles sont difficiles à cerner, à appréhender. Fille ou garçon, c'est une période difficile. On sait quand elle démarre, personne ne sait quand elle s'arrête et surtout pas eux. Plus ou moins difficile à franchir, mur ou simple caillou dans la chaussure, l'adolescence laisse forcément une marque indélébile dans le parcours de l'adulte.
à nous de ne pas la prendre à la légère, car je peux vous garantir que pour eux, tout relève d'une importance capitale. Et même si, pauvres spectateurs que nous sommes, ils nous donnent l'impression qu'ils se fichent de tout éperdument. Alors, chers parents, comme je vous le disais en début d'émission, ne culpabilisez pas, vous êtes les meilleurs du monde. Et je le pense sincèrement. Voilà presque 15 ans que je côtoie des ados et leurs familles. Les relations évoluent, régressent, changent, s'améliorent, se complexifient, sans trop de règles ni de codes. Je n'ai pas de solution miracle ni de modèle de famille modèle. Juste mon expérience de leur point de vue à partager et vous dire que non, vous n'êtes pas seul en terre inconnue. Je vous remercie pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode intitulé « Les jeunes et les conduites à risque ».